Un avion du Mossad pénètre l'espace aérien maghrébin et l'Algérie fait échouer l'opération en seulement 25 minutes. C'est l'affaire de renseignement la plus explosive en Afrique du Nord depuis 10 ans et vous n'en entendrez jamais parler dans les médias occidentaux. Algerian Army Intercept, Israeli Mossad, Jet from Spain. L'armée algérienne stoppe un avion israélien en route depuis l'Espagne dossier, source officieuse. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui a fait trembler les chancelleries du Maghreb jusqu'aux états-majors européens. L'interception par l'armée algérienne d'un avion immatriculé israélien qui tentait de fuir l'espace aérien espagnol à toute vitesse. Oui, vous avez bien entendu. Un appareil portant des marques suspectes et des numéros de queue liés à des sociétés écrans affiliées au Mossad a été forcé d'atterrir à la base aérienne de Boufarik dans la nuit du 12 au 13 novembre 2025. Ce que je vais vous raconter maintenant, c'est la version complète, sans filtre, avec tous les détails que les médias occidentaux ont soigneusement étouffés. Le départ de Madrid, le début du chaos, tout commence à Madrid. Il est 23h17 lorsque les radars de l'aéroport de Barajas détectent un Gulfstream G550 qui décolle en urgence de la piste 18. Plan de vol déclaré auprès d'Eurocontrol. Mais l'avion éteint son transpondeur seulement 40 secondes après le décollage. À bord, 6 personnes, 2 pilotes mercenaires sud-africains, un haut officier du Mossad, nom de code, Raven, 3 agents revenant d'une opération ultra sensible en Europe de l'Ouest. Leur mission, explosive, on y reviendra. L'avion prend plein sud, à Mach 0,92, 41 000 pieds, direction le Maroc. Objectif probable, traverser discrètement l'espace marocain puis rejoindre Israël via la Méditerranée, erreur fatale. Le Maroc détecte et prévient Alger. Le Maroc, malgré la normalisation avec Israël, reste extrêmement prudent la nuit dès qu'il s'agit de survols non déclarés. Les radars marocains détectent immédiatement le jet, mais au lieu d'intercepter eux-mêmes, ils préviennent directement l'Algérie dans le cadre d'accords de coordination discrète. Oui, vous avez bien entendu, même quand Rabat et Alger ne s'aiment pas, ils se parlent quand il s'agit de sécurité aérienne. Minuit 04, entrée dans la FIR d'Alger. À ce moment-là, les radars de Tindouf et Béchar sont déjà en alerte. 2 Su-30 MEKA décollent depuis Ain Oussera en moins de 6 minutes. Les pilotes algériens se placent en formation d'interception. Un à tribord, un à bâbord, à 500 mètres. Ils envoient le message standard sur 121,5 MHz, appareil non identifié. Vous êtes dans l'espace aérien algérien. Suivez-nous immédiatement vers Boufarik où nous ouvrons le feu. Dans le cockpit israélien, c'est la panique. Le pilote tente une manœuvre en piqué à 12 000 pieds, direction l'Atlantique. Mais il tombe sur un second rideau de MiG-29 SMT de la marine algérienne. 4 chasseurs contre un jet d'affaires. Fin de l'histoire. Minuit 27, atterrissage forcé à Boufarik, le G550 se pose sans dommage, escorté à basse altitude par les Su-30. Juste pour rappeler qui commande dans le ciel maghrébin. Des unités du GIS, béret rouge, investissent l'appareil. Les 6 occupants sont menottés, yeux bandés, transférés sous terre. La découverte du siècle dans l'avion, 3 valises diplomatiques scellées, 2 disques durs cryptés, 8 téraoctets chacun, un ordinateur allumé contenant des plans d'opération contre des intérêts iraniens et du Hezbollah en Europe, des documents attestant une réunion secrète à Tolède avec des officiers de l'OTAN objectifs, coordonner des frappes clandestines sur des convois d'armes transitant par l'Algérie vers le Polisario. Oui, vous avez bien entendu, l'Espagne, membre de l'OTAN, servait de base arrière pour planifier des attaques sur le territoire algérien. Pressions internationales, silence américain. Israël parle de kidnapping. L'Espagne parle d'une erreur de navigation. Les États-Unis, silence total. L'Algérie transmet des copies des documents à la Russie, la Chine et l'Iran. Poutine aurait personnellement félicité Tebboune. Révélation explosive, 2,4 millions d'euros. Une mallette contenant 2,4 millions d'euros en liquide aurait été trouvée. Destination, des groupes séparatistes en Kabylie. Si c'est avéré, ce n'est plus un incident aérien, c'est une tentative de déstabilisation directe. Une phrase historique, un haut responsable algérien aurait déclaré « On n'a pas intercepté un avion, on a intercepté 10 ans de travail de renseignement ennemi ». Franchement, l'Algérie qu'on accuse souvent de paranoïa avait peut-être raison. En moins de 25 minutes, détection, traque, interception, neutralisation, sans tirer une seule balle. L'armée algérienne vient de prouver qu'elle fait partie des forces aériennes les plus professionnelles d'Afrique. Imaginez la scène. Un ciel nord-africain, tendu comme une corde de violon.
On a un jet privé, un Gulfstream G550, un appareil discret mais très puissant. Il est réputé d'ailleurs pour être un des outils favoris du Mossad. Tout à fait. Sa destination, le Maroc. Tout semble normal. Et puis soudain, la rupture, l'imprévu. L'aviation algérienne entre en jeu. Et pas moitié. Pas un, pas deux, mais 4 chasseurs de combat qui surgissent, encerclent l'appareil et le forcent à se poser en Algérie. À l'intérieur, la prise serait historique. On parle de documents explosifs, de 2,4 millions d'euros en cash, Oui. des preuves de financement de mouvements séparatistes, bref, tout un scénario de coordination secrète. C'est l'histoire qui circule, qui enfle, presque comme un fait accompli. C'est un récit qui a tout pour plaire, c'est indéniable, c'est très cinématographique. Presque trop. La trahison. Mais justement, quand une histoire est aussi lisse, c'est là que le travail d'analyse doit commencer. Avant de se laisser emporter, il faut la passer au crible. Notre rôle, ce n'est pas de dire si c'est vrai ou si c'est faux. Non. C'est de la démonter, pièce par pièce, pour voir ce que sa mécanique, elle, nous révèle sur la guerre bien réelle qui se joue dans les coulisses de la région. Alors commençons par la première pièce qui semble mal ajustée. Si on part du principe qu'Alger a réussi le coup du siècle, pourquoi ce silence radio assourdissant? Voilà. On ne fait pas une prise pareille pour la garder secrète. C'est la question fondamentale. Une opération de cette ampleur, ce n'est pas juste une victoire du renseignement. C'est une arme de communication massive. C'est un trophée. C'est un trophée qu'on exhibe. On convoque la presse. On organise des fuites contrôlées. On présente des preuves à la télé. Pour galvaniser sa population, pour envoyer un message. Exactement. On envoie un message de fermeté à ses adversaires, on se positionne en force sur l'échiquier international. Or, là, rien. Le néant. Le néant. Ce silence, il n'est pas juste étrange, il est contre-intuitif. Sur le plan stratégique, un État ne se prive pas d'une telle opportunité. Sauf pour des raisons exceptionnelles. Des raisons qui pourraient être, par exemple, la protection de sources. Révéler la prise pourrait griller des informateurs. C'est une hypothèse, c'est vrai, mais elle se heurte à un obstacle bien plus concret. Le ciel européen. Ah! Le trajet supposé de ce G150, ça implique de survoler ou de passer tout près de l'espace aérien le plus surveillé du monde. On ne disparaît pas comme ça. Un avion de cette taille ne devient pas invisible. S'il coupe son transpondeur, ça déclenche immédiatement des alertes chez Eurocontrol, les contrôleurs espagnols, italiens, français. Ils auraient vu quelque chose. Ils auraient vu un trou se déplacer sur leurs écrans. Et je ne parle même pas des radars militaires de l'OTAN qui scrutent la Méditerranée en permanence. Donc, où sont les rapports d'incidents? Justement, où est la communication de Madrid qui demande des comptes? Un G55, ce n'est pas un drone de loisir, quoi. Son interception aurait provoqué une crise aérienne majeure. Le ciel a des yeux, donc. Mais la force de l'interception elle-même, ces 4 chasseurs, ça ne vous paraît pas être une sorte de signature? Une façon de dire « regardez notre puissance » ? Si, et c'est bien ça le problème. C'est une signature un peu trop ostentatoire. Ah oui. Tactiquement, c'est excessif. Les procédures standards, même pour un appareil hostile, c'est une paire de chasseurs. Un qui s'identifie, l'autre en couverture. C'est suffisant. D'accord. Envoyer 4 avions pour un jet civil, c'est du jamais vu. On dirait une mise en scène, un détail ajouté pour rendre l'histoire plus spectaculaire. Ça ressemble plus à un scénario qu'à un protocole militaire. Voilà, ça fait un peu trop film d'action. Et que dire de l'élément le plus fou, peut-être, de cette histoire? L'idée que le Maroc aurait lui-même alerté l'Algérie. Là, on bascule dans le rocambolesque pour beaucoup. C'est le point le plus difficile à avaler, oui, vu le contexte. On parle de 2 pays qui ont rompu leurs relations diplomatiques. Dont les frontières sont fermées depuis des décennies. Et qui s'affrontent sur de nombreux dossiers. Imaginez la coopération de renseignement à ce niveau de confiance sur un sujet aussi sensible, ça relève de la haute voltige intellectuelle, ça défie toute la logique qu'on observe. Pardon, mais est-ce qu'on ne sous-estime pas un peu la complexité du monde du renseignement? On sait que des services peuvent coopérer sur un sujet, disons, le contre-terrorisme, tout en étant en guerre sur d'autres. Bien sûr. L'histoire de la guerre froide est pleine de ces canaux secrets entre la CIA et le KGB qui restaient ouverts. Dire que c'est impossible à cause de la rupture diplomatique, ce n'est pas un peu simpliste? Non, vous avez raison de le souligner. La diplomatie de l'ombre existe. Et elle est souvent pragmatique. Mais dans ce cas précis, quel serait l'intérêt du Maroc? Livrer un allié stratégique, comme Israël, avec qui il vient de normaliser ses relations, pour rendre service à son principal rival.
Le gain politique semble nul. Et le risque, lui, est colossal. Sauf si l'opération du Mossad était une opération non autorisée ou qui dépassait les bornes d'un accord. Le Maroc aurait pu vouloir envoyer un message « Ne jouez pas dans notre cour sans notre permission ». Et utiliser l'Algérie comme marteau? Ce serait d'une perversité stratégique assez brillante. C'est un scénario machiavélique et il n'est pas à exclure totalement. Mais ça reste une construction face à une absence totale d'éléments matériels. Restons sur la plausibilité alors. Le terrain de jeu, le Maroc, l'Europe. L'activité du Mossad dans ces zones, ce n'est pas de la fiction. C'est documenté, analysé. C'est un fait. Le cadre est crédible. Et surtout, la capacité technique. Vous parliez des 4 chasseurs comme d'un embellissement. Mais retournons la question. Est-ce que l'Algérie a les moyens d'une telle interception? La réponse est oui, sans hésiter. Un oui massif même. Absolument. L'armée de l'air algérienne opère des Su-30 MKA, peut-être des Su-35, qui sont parmi les meilleurs intercepteurs au monde. Leur radar couvre une zone immense. Donc techniquement, c'est possible. C'est complexe, mais c'est loin d'être impossible pour eux. On ne peut pas écarter une possibilité juste parce qu'elle semble trop spectaculaire. Je suis d'accord. Les capacités sont là, le terrain est crédible, la possibilité de canaux secrets, même si elle est improbable, n'est pas nulle. Ce sont les piliers qui donnent au récit sa vraisemblance. Mais en vous écoutant, il y a un truc qui me chiffonne toujours. Quoi donc? Au-delà de la logique interne d'opération, comment le reste du monde a-t-il réagi à cette prétendue bombe géopolitique? Et c'est là que le silence devient encore plus étrange. Pas une dépêche d'agence, pas un article dans les grands journaux. Rien. Rien du tout. Exactement. Et ça, c'est peut-être l'élément le plus accablant. Un incident de cette gravité, avec un avion israélien intercepté militairement, ça aurait fait la une du New York Times, du Guardian. Partout. Les gouvernements auraient réagi, Israël aurait protesté, les États-Unis auraient demandé des comptes, le Maroc serait dans une position intenable. Et là, c'est le calme plat. Une histoire aussi explosive ne peut pas rester contenue. Impossible. Si elle était vraie, elle aurait fuité par 1000 canaux. Le fait qu'elle ne circule que sur des sites spécialisés et les réseaux sociaux, c'est un immense drapeau rouge. On nous donne l'histoire déjà écrite, déjà interprétée, sans les échos, sans les démentis qui accompagnent toujours les vraies crises. Précisément. Et ça m'amène à la nature des fuites elles-mêmes. Les détails sont trop propres, trop parfaits. Le montant, 2,4 millions d'euros. La description des documents. Les vraies fuites, c'est souvent fragmentaire, confus. C'est du bruit. Oui, c'est du bruit. On obtient un nom de code, une date, une info à recouper. Ici, on a un scénario clé en main. C'est une caractéristique classique des opérations d'influence. On ne livre pas des faits bruts, on livre une histoire. Qui conduit à la conséquence logique, l'absence totale de déflagration. Pas de crispation diplomatique, pas de convocation d'ambassadeurs. Rien. Le statu quo, aussi tendu soit-il, n'a pas bougé d'un iota. C'est comme si on avait lancé une grenade dans une pièce et que personne n'avait sursauté. D'accord. Le faisceau de doute est accablant. Le récit est peut-être trop parfait pour être vrai. Mais alors, ça le rend encore plus intéressant. Ouais. Parce que si ce n'est pas une opération militaire, c'est autre chose. Une opération psychologique, peut-être. Si l'histoire est fausse, pourquoi existe-t-elle? Et pourquoi se propage-t-elle si bien? Vous touchez au cœur du sujet. Si on abandonne la question de la véracité, l'histoire devient un objet d'étude fascinant sur la guerre de l'information. Elle se propage parce qu'elle est utile. Exactement. Elle s'inscrit dans un contexte régional qui est celui d'une guerre froide du renseignement. Dans cette guerre, l'information ou la désinformation est une arme aussi puissante qu'un missile. Et un récit comme celui-ci sert plusieurs objectifs à la fois. Absolument. Pour celui qui le diffuse, ça projette une image de puissance. Ça sème le doute chez l'adversaire. Nos alliés sont-ils fiables? Ça mobilise sa propre opinion publique. Et puis, il y a le public lui-même. Qui est fasciné par ces histoires. On adore les intrigues d'espionnage. Ça donne une grille de lecture simple et excitante à des événements complexes. Ça répond à une demande, celle de voir les coulisses du pouvoir. Et la nature même de la désinformation fait le reste. Un récit mystérieux se propage toujours plus vite qu'un démenti factuel et ennuyeux. C'est une loi quasi physique de notre écosystème médiatique. Le doute et le secret sont des multiplicateurs de diffusion. La force de ces récits, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être vrais pour avoir un impact. Ils façonnent les perceptions. Que l'histoire soit vraie ou fausse, son existence même est un événement géopolitique. Alors, comment on sort de ce brouillard? D'un côté, un récit spectaculaire mais sans preuve. Et de l'autre, une analyse logique qui pointe vers une fabrication. On reste au milieu. C'est exactement là que les auteurs du récit, s'il est fabriqué, veulent que nous soyons, dans la certitude. C'est pourquoi je ne trancherai pas. Alors,
Que faire? Je pense que la seule façon intelligente d'aborder ça, c'est de considérer les deux hypothèses. Hypothèse numéro 1. L'opération a bien eu lieu. Dans ce cas, on est face à l'une des affaires de renseignement les plus graves en Afrique du Nord depuis des décennies. Un coup de maître. Hypothèse numéro 2. L'opération est une fiction. Et là, on est face à une opération d'influence magistralement conçue. Une démonstration de force, non pas militaire mais informationnelle. D'accord. Dans les deux cas, que l'arme soit un chasseur Su-30 ou un récit viral, on est témoin d'un acte de puissance. Et seul le temps, peut-être, nous révélera la vérité. Finalement, la question la plus importante n'est peut-être pas de savoir si cette histoire est vraie ou fausse, mais plutôt de se demander à qui profite ce récit. Imaginez une nuit noire au-dessus de la Méditerranée, un jet privé qui jouait fantôme, des avions de chasse qui décollent en urgence, et au milieu de tout ça, un secret qui pourrait bien mettre le feu aux poudres. Aujourd'hui, on va décortiquer le récit de cet incident aérien à très haute tension, tel qu'il a été rapporté par la source Voix d'Algérie. On n'a pas intercepté un avion, on a intercepté 10 ans de travail de renseignement ennemi. Voilà, la phrase est lâchée, elle aurait été prononcée par un officiel algérien, et bien elle donne tout de suite le ton, n'est-ce pas? On comprend immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un simple avion qui s'est trompé de route, non, là on entre de plein pied dans un véritable thriller d'espionnage. Tout commence donc dans la nuit du 12 au 13 novembre 2025. Un avion quitte l'Espagne, mais ce n'est pas un vol ordinaire, loin de là. C'est le début d'une chaîne d'événements qui va faire trembler les chancelleries tout autour de la Méditerranée. Alors concrètement, comment ça se passe? À 23h17, un jet d'affaires, un Gulfstream G550, décolle de Madrid. Moins d'une minute plus tard, à 23h18, pouf! Le transpondeur est coupé. L'avion devient littéralement un fantôme pour les radars civils. Et ce n'est pas tout. Il pousse les moteurs à fond, il accélère jusqu'à Mach 0,92, donc une vitesse quasi supersonique, et met le cap plein sud. À minuit et 4 minutes, il franchit la ligne et pénètre dans l'espace aérien algérien. Et là, forcément, c'est l'alerte générale. Mais alors, qui était à bord de cet avion? Toujours selon la source, ce n'étaient pas de simples voyageurs. La composition de l'équipage est carrément explosive. Un officier supérieur du Mossad, 3 autres agents et 2 pilotes mercenaires. Ça transforme immédiatement un simple incident de navigation en une potentielle mission d'espionnage au plus haut niveau. Face à cette intrusion, la réponse algérienne aurait été immédiate et foudroyante. On passe à la phase d'interception et là, la tension monte d'un cran dans le ciel nocturne. Ce qui est frappant, c'est la disproportion des forces en jeu. Pour un seul jet d'affaires, l'Algérie aurait, d'après la source, sorti l'artillerie lourde. 2 Sukhoi Su-30 et 2 MiG-29, des chasseurs de pointe. C'est un signal on ne peut plus clair que la menace est prise très au sérieux. Alors comment s'est déroulée l'opération? D'après le récit, tout part des radars marocains, qui repèrent le jet et alertent immédiatement l'Algérie. Des Su-30 décollent alors quasi instantanément pour l'intercepter. Le pilote du Gulfstream, voyant ça, tente une manœuvre d'évasion désespérée, mais il tombe nez à nez avec un deuxième rideau de chasseurs, des MiG-29. Le piège se referme, il n'a plus le choix, il est forcé de se poser sur la base de Boufarik. Et le détail le plus impressionnant dans tout ça, c'est la vitesse d'exécution. Moins de 25 minutes. C'est le temps qui se serait écoulé entre la toute première détection et l'atterrissage forcé. La source présente cette efficacité comme une véritable démonstration de force de la défense aérienne algérienne. L'avion est au sol, les occupants sont aux arrêts. On pourrait croire que l'affaire est terminée. En fait, elle ne fait que commencer. Maintenant, tout l'intérêt se porte sur ce que les forces spéciales algériennes auraient découvert à l'intérieur. Et la liste du matériel saisi, toujours d'après la source, est digne d'un film d'espionnage. On parle de 3 valises diplomatiques israéliennes scellées, 2 disques durs de 8 téraoctets chacun, bien sûr cryptés, et un ordinateur portable encore allumé, affichant des plans d'opération. Mais le plus explosif, ce serait dans les documents papier. Ces documents révéleraient ce que la source appelle la réunion de Tolède, une rencontre ultra secrète qui se serait tenue en Espagne entre le Mossad et des officiers de l'OTAN. L'objectif présumé est juste stupéfiant, coordonner des frappes clandestines directement sur le sol algérien. C'est sans aucun doute l'accusation la plus grave de toute cette histoire. Et ce n'est pas fini. La source affirme que 2 autres éléments extrêmement compromettants ont été trouvés. D'abord, une mallette avec 2,4 millions d'euros en liquide. Cet argent aurait été destiné à financer des groupes séparatistes. Et surtout, ce qu'on peut appeler le Saint Graal du contre-espionnage, la liste complète des agents dormants israéliens dans toute l'Afrique du Nord. Un trésor de guerre inestimable pour n'importe quel service de renseignement.
Évidemment, un tel incident, avec de telles découvertes, ça ne pouvait pas rester sans conséquences. On se penche maintenant sur les répercussions diplomatiques massives que cet événement aurait déclenchées, toujours selon le récit de la source. Les réactions internationales présumées sont, comme on pouvait s'y attendre, très variées. Israël aurait crié au kidnapping, menaçant de représailles. L'Espagne aurait tenté de calmer le jeu en parlant d'une simple erreur de navigation. Fait très notable, les États-Unis seraient restés silencieux. Et à l'inverse, le président russe aurait personnellement appelé pour féliciter l'Algérie. Un véritable jeu d'alliance et de tension qui se dessine sous nos yeux. Et la conséquence la plus immédiate, la plus visible, d'après la source, depuis ce jour, plus aucun jet privé en lien avec Israël n'oserait survoler la région du Maghreb. C'est un effet dissuasif radical qui aurait totalement redessiné les routes aériennes officieuses de la région. Au-delà de l'incident lui-même, la source y voit un véritable tournant stratégique, un événement qui pourrait bien marquer le début d'un nouvel équilibre des forces dans toute la région. On en revient donc à cette citation choc du début, parce qu'elle résume parfaitement la lecture qu'en fait la source. L'interception de ce jet n'est pas vue comme une simple opération de police du ciel, mais bien comme la neutralisation spectaculaire d'une décennie entière d'opérations de renseignement ennemies. Pour la source, cet événement met en lumière 3 forces majeures de l'armée algérienne. La rapidité de sa chaîne de commandement et de décision, la performance de ses systèmes de détection et bien sûr le très haut niveau d'entraînement de ses pilotes. Bref, une démonstration de capacité qui viendrait affirmer son statut de puissance militaire régionale. Et on termine avec la question que tout le monde se pose. Une question laissée en suspens par la source elle-même. Que va-t-il advenir des agents capturés et des secrets qu'ils transportaient? Vont-ils être discrètement libérés? Ou alors vont-ils devenir la monnaie d'échange la plus précieuse au monde dans une négociation aux enjeux bien plus vastes? Une chose est sûre, l'affaire du Gulfstream G550 est très loin d'être terminée.